on souhaite profiter de votre expertise pour parler effectivement de l'état, on va dire, du logement à Lyon, de la santé immobilière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette santé immobilière? Donc d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité et de me donner l'occasion de m'exprimer. Bah, la santé n'est pas au rendez-vous. C'est-à-dire que évidemment, on est dans une situation extrêmement dégradée. Alors, en particulier dans l'ensemble de notre pays, et évidemment, ça touche notre territoire, avec des éléments extrêmement inquiétants. D'abord, ce coût du foncier qui ne cesse de croître et qui est devenu, pour bon nombre, d'abord pour les habitants, quand même, mais pour bon nombre de professionnels, une réelle contrainte. Ça, c'est pas nouveau. On le sait, c'était déjà bien présent sur notre territoire et dans bien d'autres territoires tendus depuis des années. Mais il y a face à cela la crise de la construction. Et notamment le fait que les coûts de construction ont flambé. Alors bien sûr, l'Ukraine a bon dos. Néanmoins, c'est vrai que c'est la déstabilisation internationale qui a été l'occasion terrible d'une spéculation, notamment, sur les biens, sur les matières premières, et donc ces coûts de construction flambent. Et puis probablement pour la première fois, les promoteurs notamment n'arrivent pas totalement à équilibrer par les prix de sortie. Ce que je veux dire par là, c'est que il semblerait que des biens, avant même d'ailleurs la crise internationale, n'arrivent plus à se vendre dès lors qu'ils dépassent un certain nombre de prix. Alors j'évoque souvent le même exemple, et pardonnez-moi, mais c'est dépasser les 7000 euros le mètre carré à Villeurbanne, ça part pas tout à fait facilement, ça met même beaucoup de temps à partir. Et puis, vous savez, ce sont les taux d'intérêt qui eux-mêmes remontent, et donc on est dans une situation où tous les éléments de l'équation, contrairement à des crises du logement qu'on a pu connaître précédemment, tous ces indicateurs sont au rouge. Donc, en tant que vice-président au logement, je suis extrêmement inquiet. Vous êtes pessimiste, hein, même, entre vous et M. Banzé, on va finir par ne plus vous inviter. Enfin, je crois, ça, ce serait dommage, mais je crois que c'est effectivement la réalité de bon nombre de familles de notre métropole qui n'arrivent plus à acheter, qui n'arrivent plus à louer, qui n'arrivent plus à se loger, et donc c'est une réalité préoccupante. Alors après, pour être assez, pas optimiste, parce que je ne le suis pas, mais il se trouve qu'il y a quelques éléments d'espoir. Alors quels sont ces éléments d'espoir? D'abord, il faudra quand même qu'on ait dans ce pays un moment, et c'est même une invitation à la discussion avec des gens dans la salle, avec des personnes qui sont présentes dans la salle. Il faut qu'on ait une discussion sur le prix du foncier. Il faut quand même qu'on se pose à un moment la question de se dire c'est quoi le foncier quand même, très concrètement, et est-ce que c'est pas quand même aussi une forme de bien commun qu'il conviendrait précisément de réguler d'une certaine manière. J'appelle pas, parce que je sens que certains vont quitter la salle, à la collectivisation. Non, c'est pas ça. Mais néanmoins, il faut qu'on arrive à trouver des manières dans les zones les plus tendues à encadrer, à réguler, et ça ne se décrète pas ni de la part du politique ni de la part de qui que ce soit. Il faut en discuter collectivement, mais il faut ouvrir cette discussion. J'ai envie de dire, par conviction, moi je le crois sincèrement, mais même si on ne le croit pas, de toute façon, le temps que cela revienne aux oreilles des propriétaires fonciers qu'il faut stopper cette hausse, nous allons vivre une crise de plusieurs années. Donc c'est une vraie préoccupation. Ça nous échappe un peu, parce qu'il y a des leviers locaux, mais c'est pas là que c'est pas le levier principal, et donc c'est probablement dans la discussion aussi avec le ministre du Logement, et j'ai envie de dire probablement pas lui tout seul, mais l'ensemble du gouvernement, et notamment Bercy. Mais ça, c'est un aspect. Après, je vous rappelle que nous sommes une métropole, donc le nouvel exécutif, on va bientôt faire sauter l'adjectif nouveau, puisque a été installé, élu au printemps, début de l'été 2020, et s'est installé en juillet 2020. Nous, notamment à travers ma délégation, nous affirmons que nous voulons construire. Oui, nos objectifs restent ceux
du plan local d'urbanisme et de l'habitat, 8000 à 8500 constructions. Nous n'y sommes pas. Et ce que je veux juste vous dire, c'est que c'est un regret au quotidien et que nous cherchons tous les leviers pour essayer de faciliter ces constructions dans un univers extrêmement contraint. Et parmi ces éléments de contrainte ou d'opportunité, il y a l'idée qu'aujourd'hui, il faut faire aussi face à une transition écologique et qu'on ne peut pas construire de la même manière, mais je crois que ce qui a été dit précédemment va dans ce sens. Donc il faut veiller au coefficient de pleine terre, il faut veiller au choix des matériaux que nous utilisons, donc tout cela nous guide. Mais nous voulons construire. Et je finirai vraiment par là sur cette question. Je regardais le nombre de permis de construire débutés, c'est-à-dire le moment où on entame véritablement le chantier d'une certaine manière. Sur l'année 2021, nous étions sur le nombre de permis de construire, tout confondu, commencés, à 6000, quasiment 6800. Vous allez me dire, ah mais oui, mais c'est pas vos 8000. Non, c'est vrai. C'est vrai, nous ne sommes pas au rendez-vous des objectifs pour le moment. Mais encore une fois, je rappelle la situation. Je veux juste dire une chose, ce qui n'enlèvera rien de ma détermination ou de notre détermination avec le président de la métropole à construire, je veux juste quand même dire que nous sommes un territoire qui résiste. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres territoires qui ont totalement décroché par rapport à cette situation que j'ai présentée, eh bien, nous résistons. Encore une fois, les objectifs ne sont pas encore au rendez-vous. Mais, je veux le dire, nous nous battons. Alors, comment on se bat ? On se bat d'une certaine manière en défendant le logement social et le logement abordable. Ça veut dire quand même qu'il y a une part de notre action qui n'est pas dans le neuf en tant que tel, mais qui est dans la réhabilitation, et par notre action foncière, nous préemptons et nous produisons dans des zones où il y a vraiment une raréfaction du foncier, nous produisons du logement social et abordable pour bon nombre de familles. Je rappelle quand même, 70% de notre population est éligible au logement social. Donc c'est quand même une grande partie de nos habitants et habitantes de la métropole. Nous lançons ou débloquons d'ailleurs certaines ZAC. Je n'utilise pas le verbe débloquer par hasard. Quand nous entamons, et c'est ce qui se fera au début de l'année 2023, les chantiers de la ZAC de la Saulée à Oullins, j'estime que nous débloquons. Parce que lorsqu'on sait que le métro est arrivé à Oullins en 2013 et qu'on se retrouve 10 ans après simplement à commencer une ZAC, nous avons une responsabilité collective, et vous comprendrez que si je le dis ainsi, c'est que je pense aussi à nos prédécesseurs, il faut aller plus vite. Quand il y a une ligne de transport, une ligne forte, ça n'est pas possible de ne pas densifier autour de ces lignes fortes. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on va faire à Saint-Genis-les-Hôpitaux, à Hôpitaux Sud, où le métro va arriver l'an prochain et où nous commençons. Et la première phase est notamment en partenariat avec les hospices civils. Nous commençons cette ZAC de Saint-Genis-les-Hôpitaux. Il y a d'autres ZAC. Je pense évidemment à la ZAC de la Clairière à Bron. Je pense à nos ZAC dans des quartiers populaires de renouvellement urbain. Nous avons décroché, c'était à l'occasion du congrès HLM il y a 10 jours, nous avons obtenu en partenariat avec l'État l'idée de débloquer l'ensemble du projet de renouvellement urbain de Paris, puisque jusqu'alors Paris Sud était encore en réserve. Donc c'est autant de projets, je ne vais pas vous les lister tous ce soir, mais l'acte de construire, si on a pu en douter encore en 2020-2021, malgré notre volontarisme et notre engagement, vous allez véritablement le voir dans des grandes opérations d'aménagement concerté à partir du début de l'année 2023. Puis il faudra se poser l'après-2026, non pas en termes politiques, mais véritablement de se dire qu'est-ce qu'on peut faire après. Et là, il faut quand même se poser la question de foncier qu'il va falloir rendre disponible. C'est la discussion que nous avons aussi avec l'État, avec tous les pouvoirs publics. C'est comment nous arrivons quand même à dégager des fonciers qui correspondaient à des fonctions peut-être d'autrefois, mais notre ville a évolué. Il était évoqué l'histoire du quartier de la Pardieu, c'est assez intéressant quand même, sur le long XXe siècle, l'évolution de ce quartier. La ville évolue, ça veut dire qu'il faut se demander si on n'a pas encore des gisements pour construire pas construire pour construire, mais parce qu'aujourd'hui, cette métropole accueille encore
12 000 à 15 000 nouveaux habitants par an et bon nombre de familles n'arrivent plus à se loger. C'est bien ça quand même notre défi. Et pourtant, elles trouvent une activité dans cette métropole. Et même, parfois, l'activité peut être mise en péril. Parce que certes, nous avons toujours des créations d'emplois, mais nous avons aussi des entreprises qui n'arrivent pas à faire face. Et on le sait, un des éléments majeurs pour nos entreprises, je pense notamment à nos PME, mais aussi pour nos services publics, tout confondu. Je pense notamment aussi, on en parle beaucoup ces jours-ci ou ces derniers mois, la question de la sécurité, ça passe par du logement. Vous aurez beau créer des centaines de postes de policiers nationaux, s'ils n'arrivent pas à se loger dans la métropole, on sera face à la même situation dans quelques mois. Et c'est aussi le lot pour les salariés des PME, il faut qu'ils puissent se loger. C'est ce qui a toujours fait le sel ou le charme de notre métropole. On ne vient pas s'installer à Lyon par hasard, on ne vient pas s'installer à Lyon comme on vient s'installer dans la région parisienne. C'est aussi pour la qualité de vie, c'était aussi, pendant très longtemps, pour le coût du logement. Faisons très attention à ne pas couper les moteurs de l'attractivité par une politique du logement qui, de fait, aujourd'hui, n'arrive pas à faire face à la demande. C'est bien ça que je déploie sur le logement social, sur le logement abordable, mais aussi sur le libre. Très bien, écoutez, c'est passionnant de pouvoir vous écouter. Effectivement, vous avez abordé un peu tous les thèmes que l'on souhaitait ce soir. On a vu qu'il y avait des perspectives pour 2023, tout n'est pas si morose. On voit aussi qu'il y a des permis de construire qui sont débloqués. Finalement, si on doit résumer 7 000 € du mètre carré, c'est trop. Il faut un peu moins. Alors, moi je dirais que c'est trop, évidemment, mais je crois qu'il faut de tout dans une ville. Je ne suis pas du tout en train de dire, il faut simplement se demander où sont situés les 7 000 € le mètre carré. En périphérie ? Non, mais il faut véritablement se poser une question, c'est quelle est la part de la population qui peut aujourd'hui assumer cela ? Aujourd'hui, dans notre situation, elle est infime. Et est-ce que nous voulons, en fait, je vous lance la question, est-ce que nous voulons simplement une ville de classe moyenne supérieure ou de classe aisée ? Ce qui a fait l'histoire de nos villes sur le temps long, c'est justement le mélange des classes sociales. Et on ne parle pas de n'importe où, on parle ici d'un territoire qui a connu une classe ouvrière très forte et qui a œuvré au progrès social. Je pense évidemment aux canuts, mais aussi aux ouvriers de l'automobile et d'autres industries et de la chimie tout au long du XXe siècle. Nous avons eu la chance d'avoir un patronat bien souvent avant-gardiste à Lyon et qui a œuvré lui aussi au progrès social et à l'amélioration du bien commun. Ça, par notre politique du logement et par une extrême financiarisation du logement, nous allons le perdre. Et nous allons avoir des villes probablement muséifiées ou destinées simplement aux plus aisés. Ce n'est pas la ville que nous appelons de nos voeux, et en tout cas, ce n'est pas la perspective qu'on peut offrir à des milliers d'habitants dans notre métropole, mais à des millions de Françaises et des Français. Il faut leur redonner le pouvoir d'habiter. C'est le premier des droits, c'est celui qui conditionne probablement tous les autres. Parce que sans un toit, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'insertion, il n'y a pas de vie familiale épanouie, et donc il n'y a pas de cohésion nationale aussi. Il ne faut jamais l'oublier. Je fais partie de ceux qui pensent que le prochain mouvement social, si on n'agit pas fortement là dans ce quinquennat, sera un mouvement social lié au logement, parce que les inégalités liées à ce logement sont tout aussi fortes qu'elles l'étaient sur la question notamment des carburants pour les automobiles qui ont nourri le mouvement des Gilets jaunes. Donc prenons garde. Et le mouvement social, il n'attend pas grand-chose pour éclater. Ce n'est pas du tout une annonce que je fais, c'est simplement que je pense qu'on a intérêt à enfin remettre le logement parmi nos priorités, et une collectivité comme la nôtre, autant engagée que la nôtre, ne pourra rien seule sans le soutien d'un État et d'un gouvernement qui doit agir aussi en la matière. Très bien, écoutez, je pense que le message est passé. Merci Monsieur Père. Je rappelle que vous êtes donc 3e vice-président de la métropole de Lyon Habitat, en charge donc de l'habitat, du logement social et de la politique de la ville. 2026, vous l'aviez évoqué, en un mot, oui ou non, est-ce que votre équipe repart ? Je ne me prononcerai pas, mais évidemment, quand on est engagé comme on l'est, mais alors là,
Ça va jaser. Non, mais de fait, quand on s'engage dans un mandat, quand on conduit une action, 6 ans, c'est extrêmement court. Alors j'en sens certains qui pâlissent et qui se disent « Oh non, nous dites pas ça ». Non, je vous rassure, mais de fait, il y a, quand on s'engage fortement dans la vie publique, le temps de l'action publique n'est pas celui des 6 ans. Donc, je ne sais pas sous quelle configuration, je ne sais pas du tout dans quel périmètre, et ça n'est pas une question en tout cas personnelle, mais oui, évidemment qu'il y aura la nécessité de prolonger le travail d'une ville apaisée, d'une ville engagée dans la transition écologique et d'une ville où on peut habiter. Très bien. Merci beaucoup.